Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Super Friends, votre émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture BD comics sous tous les formats quels qu'ils soient par leur travail. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro consacré à l'anthologie Punch qui est édité aux éditions Kinaï. Vous le savez, on a quasiment réussi à avoir tout le temps les équipes créatives de chacun de ces numéros de cette anthologie qui est publiée en fascicule. Donc chez Kinaï, une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée jeunesse américaine, mais qui fait aussi de la création originale. Et donc la deuxième saison de cette anthologie est dédiée à la fantasy, et le deuxième numéro est paru cet automne. Ça s'appelle Maudit. C'est écrit et dessiné par Valentin Sèche, que nous avons aujourd'hui avec nous dans le podcast, voilà, au milieu des allées du salon de la jeunesse à Montreuil. Donc on espère que les bruits environnants ne sont pas trop dérangeants, mais surtout salut à toi Valentin. Salut, ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis content de t'avoir. C'est la première fois que tu viens dans le podcast, même si c'est pas la première fois qu'on se voit. Mais il fallait attendre la bonne occasion pour faire un podcast ensemble. Alors, comme c'est la première fois, il va falloir que tu te présentes. Est-ce que tu peux un peu nous dire quel est ton parcours vis-à-vis du dessin ? Comment t'en es venu là ? Mon parcours, la fameuse première question. Bah, je suis désolé, c'est le passage obligé, quoi. Hein, même si tu l'as déjà répété 1000 fois. Non, parcours, je vais choisir un peu là où je commence. Je dirais que comme tu as beaucoup fait une interview avec le 619, je vais revenir de l'époque Shonen Jump du fanzina, où je traînais beaucoup avec la clique Baptiste et Guillaume Singelin, Baptiste Pagani. J'avais fait une première BD chez Ankama, sortir d'études d'anime, c'est classique. Et voilà, après j'ai eu un parcours plus indé via le Shonen Jump, auto-édition. J'ai un peu baroudé avec un petit éditeur indé pas forcément connu en France parce qu'ils éditent en anglais, qui s'appelle Pio, des Suédois américains. Et après quelques livres indés, Romain m'a récupéré. Donc Romain, mon éditeur de chez Kinaï. Et ça, c'est le parcours, quoi. D'accord, ça veut dire qu'en fait, mais tu vis en France quand même. Ouais, je vis en France. J'ai un peu bougé avec eux, mais ils m'avaient contacté à l'âge d'or de Tumblr. Et tout s'est fait à distance. Mais comme ils étaient en Suède, j'ai pu bouger, j'ai pu aller les voir. Les choses se sont fait comme ça. Ouais. Alors, il me semble que tu t'as bossé un peu dans d'autres secteurs que la bande dessinée. Ouais, j'ai fait des études d'anime, ce qui fait que j'ai un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais un petit peu bossé dans l'anime. J'avais fait un peu de chara design vite fait, un peu dans la pub. Mais je bosse surtout dans la BD. Et à côté, maintenant, je bosse dans le jeu vidéo. Notamment pour la BD Samurai Gun qu'il y aura chez Kinaï, où je bosse aussi sur les assets du jeu vidéo qui ira avec. Une BD qu'on attend depuis pas mal de temps, qui a été annoncée effectivement. Je me rappelle qu'on en avait parlé, je crois il y a 2 ans déjà sur comicsblog.fr. Donc un autre projet sur lequel on aura plaisir de pouvoir rediscuter ensemble a priori l'année prochaine, oui, si tout se passe bien. Mais pour l'instant, on va pouvoir parler de Maudit dans quelques instants. Mais tu préfères quand même, j'ai l'impression que du coup tu préfères la bande dessinée forcément à l'animation. Ouais, qu'est-ce qui fait, enfin pourquoi tu aimes ce médium en fait, pourquoi tu aimes travailler ce médium? Clairement parce que je peux faire ce que je veux. La bande dessinée, c'était vraiment ce qui m'intéressait plus. J'ai jamais appris en plus à animer à la main, vraiment image par image. J'ai pas de formation d'anime. J'ai fait l'animation, mais je faisais en fait tout ce qui était déjà les images fixes, décors, storyboard. Donc au final, ça se retrouvait avec la BD, chara design. Et dans la BD, je peux tout contrôler. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'autres retrouvent. J'avais déjà pas mal d'envie en termes d'histoire. Donc pareil, je pouvais les mener comme je voulais. Et j'adore l'objet livre en plus. C'est hyper satisfaisant. J'ai quelques années de ma vie que j'ai sacrifié dans la BD et après je peux les ranger dans mon placard les unes à côté des autres. J'aime bien. Parce que c'est pas la première BD qui est éditée chez Kinaï. Avant il y avait The World aussi. Donc tu peux nous expliquer comment t'es rentré en contact avec Romain? J'imagine que c'est par là que ça a commencé. Ouais, c'est assez simple en fait. Romain me suivait déjà. Dans la rue? Dans la rue. Faut lui dire d'arrêter. Hein, ouais, non ça va. Même en me suivant, il serait bienveillant quand même. Il y aurait une aura de bienveillance. Mais non, il suivait mon travail et depuis assez longtemps. Du coup, il m'avait dit. Et en fait, quand il a voulu faire sa maison, comme il a commencé avec du rachat de licence, là, il avait ma BD qui était chez Pio en anglais. Donc, il s'est dit, je vais la ramener. Et c'est comme ça qu'il m'a rencontré, tout simplement. D'accord. Et ensuite, comment vous êtes venu alors à dire que tu allais faire de la création avec lui aussi? Moi, il y a un syndrome qui me poursuit. C'est que quand je vais dans l'édition, à chaque fois, je suis toujours le premier. Chez Pio, j'étais le premier quand ils ont fait un offset, premier à faire un long format.
Chez Ankama, c'est Jonathan Garnier, scénariste qui était éditeur à l'époque, qui s'était occupé de moi et j'étais sa première BD en poste dont il s'est occupé. Et avec Kinaï, bah, j'étais son premier auteur en fait dont il s'occupait. Ce qui fait qu'à chaque fois on découlait. Bon, c'est peut-être avec mon caractère aussi, mais on a toujours eu une relation amicale quoi, qui s'est installée assez vite. Et donc là, on était assez proches, donc on a pu, je pense comme c'est le début de l'édition, on a pu parler de lui, comment ça se passait dans une édition, moi les projets que j'avais, et ça a matché quoi en fait. Ainsi de suite, mais parce que t'arrives que sur la 2e saison de l'anthologie Punch et pas sur la première. Parce que tu as mis trop de temps à dessiner, parce qu'il y avait Samurai Gun à côté qui t'occupait. Ouais, en fait, j'avais pré-shot et quand il m'avait déjà parlé de sa volonté de faire Punch, et j'avais dit de base, bah, ne mets pas sur la première saison parce qu'il y a aucune chance que j'ai du temps. Vu comme déjà j'étais pas rapide sur Samurai Gun, on savait qu'il me fallait un peu de temps à moi et ça s'est fait naturellement. En plus, il m'avait déjà parlé des thèmes. Et c'est vrai que bah, la nature, en fait, j'aurais pu, parce que même celui-là, on pourrait presque dire qu'il y a un rapport à la nature quand même. Oui. Mais c'est vrai que Fantasy, alors, lui nous avait présenté ça comme monstre et JRPG comme thème, ce qui est encore plus ciblé. Ouais, encore plus ciblé. Donc je me suis dit bon. C'est des univers qui te parlent à toi alors? Ouais, moi ça me parle beaucoup. On en reparlera, je pense, mais la BD elle ressemble beaucoup à Zelda et c'était même une volonté. Et du coup, ouais, il y a plein de petits hommages vraiment que j'essaie pas de faire directement comme des hommages où on se dit ah un hommage à ça, mais je pense que ça respire que j'ai vécu là-dedans quand j'étais petit quoi. Un peu tes références à nous citer pour ceux qui aiment aussi le JRPG, la fantasy. Alors il y a un truc que j'ai mis dans la BD, c'est que je crois que je l'ai pas noté, mais chaque nom des personnages sont des noms issus de JRPG différents que j'ai pas forcément fait d'ailleurs, parce que je n'ai pas fait 10 000, mais je me suis intéressé. Et je mets au défi les gens dans les commentaires de trouver d'où vient le héros. C'est assez sombre. En vrai, je pense qu'on le tape sur le net, on trouve très vite. C'est sûr qu'avec Google maintenant, rien n'est secret. Mais Faris, par exemple, le personnage de Faris, ça vient de Final Fantasy V. C'est un personnage que j'adore. Isha, bon, ça vient du rappeur en fait, mais ça vient aussi, ouais, ça vient aussi d'un Is. Il y a, je crois, Is 6 ou Is 5. Il y a une fille qui s'appelle Isha. Du coup, je me suis dit prénom mixte. Et pas mal de personnages comme ça viennent de jeux. Et évidemment, Zelda 3, Majora's Mask, tout ça, c'est références pionnières à fond pour la BD. Ouais, ça se voyait de toute façon dès la couverture. Je sais que moi, quand je l'ai présenté, j'ai fait OK, il reprend la jaquette de Majora's Mask et puis il a tweak à son univers. Mais justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, mais qui connaissent pas Maudit, qui n'ont peut-être pas lu, forcément, on fait une première partie un petit peu, on spoil pas, mais justement, est-ce que tu peux un peu nous parler du concept donc de cet univers que tu crées dans ce fascicule d'une 30aine de pages? Ouais. Je vais être très jeu vidéo sans doute quand je vais le décrire, parce que d'ailleurs c'était Jonathan Garnier, mon éditeur, qui me disait ça à l'époque. Il me disait mais quand tu me pitches un projet, j'ai l'impression que tu me pitches un jeu vidéo, donc j'ai sans doute été beaucoup inspiré par ces choses-là. Mais là l'idée c'est que je voulais faire un Monster Hunter où on chasse des arbres. Donc Monster Hunter, pour ceux qui savent peut-être pas, c'est un jeu de chasse où on chasse des dragons quoi, des monstres. Et moi je m'étais dit mais ça pourrait être rigolo si c'est des jardiniers et qui chassent des arbres maudits, du coup des arbres démons. C'est des équipes de personnages avec tout un stuff qui essaie de lutter contre la prolifération d'arbres maudits. Alors donc ça c'est ton idée de départ, et qu'à partir de cette idée de départ, comment tu construis ton monde? Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en seulement 30 pages t'as quand même un lore qui est super dense, où t'es même obligé de faire 2 pages d'exposition pure et dure pour bien qu'on saisisse tous les tenants et aboutissants, puisque on parle donc d'une malédiction qui transforme des gens en monstres sur Terre et qui viennent en fait d'une ancienne histoire d'amour brisée entre la Terre et la Lune, qui fait que en fait que la Lune est formée d'un ensemble de dragons qui sont attirés par la mélancolie de cette Terre qui est donc triste d'avoir fini sa relation. Et les dragons, en atterrissant sur Terre, dépérissent et leurs cœurs deviennent la source donc d'une malédiction qui rentre dans la Terre et qui donne naissance à des arbres démons. Est-ce que j'ai bien compris? Franchement, le pitch est parfait. Le pitch est pas bon, voilà, j'ai bien compris l'histoire, mais c'est quand même assez dense, surtout pour quelque chose qui s'adresse à un lectorat assez jeune. Mais du coup, comment t'es parti donc de ton idée, donc d'abord de dire ok, je veux des jardiniers qui chassent des arbres, et après comment on développe en fait un univers comme ça quand ça se passe dans ton process de world building comme on dit? Ouais. C'est moi-même, je sais pas précisément. Je pense qu'il y a une partie, c'est vraiment une habitude parce que je fais tout le temps ça. Donc à force, les Lego, ça semble plus vite. Clairement, je conçois l'univers comme un jeu vidéo. Après, là précisément, il
il y a différentes envies qui se rencontrent. Ouais. Et il y a l'envie Monster Hunter, donc où je voulais ce système là où je voulais qu'on chasse des arbres. Et après, j'essaie de trouver quelque chose avec. J'avais cette malédiction. Et après, le thème général du livre par rapport à la mélancolie. Et le monde, le but, ce serait d'empêcher une version trop mélancolique, trop négative du monde et de détourner le monde vers une version plus positive. Ça, c'est plutôt ma sensation par rapport au monde réel, quoi. C'est vraiment la part de réel que j'essaie de mettre dans le récit. Et à force, comment j'enchevêtre ça, je sais pas trop. J'adore. J'essaie de faire comme si je faisais un donjon de Zelda, quoi. J'essaie vraiment de faire un puzzle. J'adore que les choses s'imbriquent et peut-être à force d'avoir joué à des jeux vidéo ou vu certaines animes qui ont des constructions d'univers très cohérentes, je crée un truc qui est pas du tout qui est complètement surnaturel ou fantastique. Mais j'avoue que j'aime bien que ça sonne cohérent au mieux et que du coup. Ouais, chaque chose découle d'une autre et amène souvent, je réfléchis aux conséquences que font les choses. Souvent, c'est ça. Je pars du début et j'essaie de voir les conséquences. Et après, bon, il faut que je fasse en sorte que ça me plaise et que ça a l'air cool à lire. Okay. C'est ça. Parce qu'à l'inverse de Catharsis, qui était le premier numéro, on avait quand même quelque chose qui était super recentré en fait sur les personnages. Donc là, t'es vraiment en pleine construction d'un univers et je dirais même à la première lecture que ça mériterait d'être agrandi. Mais c'est par contre, il y a une difficulté quand même à faire tenir ça en 30 pages. Donc par rapport à ton storyboard, à ton découpage, comment tu fais pour garder en fait un équilibre justement pour qu'on s'intéresse à tes personnages et aussi qu'on comprenne bien les règles de fonctionnement de ton monde, sachant que t'es limité par l'espace. J'avoue que c'est ma plus grande peur sur le livre, c'est qu'il puisse paraître trop confus, trop indigeste, ou qu'on puisse pas s'attacher au personnage ou comprendre. Donc ce que j'essaie, c'est d'avoir, comme c'est de la jeunesse, même si je pense qu'un peu n'importe qui peut s'y intéresser, j'essaie d'avoir une histoire de base, un fil. Si on résumait le fil vraiment de l'histoire, ce serait hyper simple, quoi. C'est une fille changée en monstre. Elle va avoir un mec qui est censé être spécialisé pour lever cette malédiction. Et elle va vivre une aventure avec eux. Elle va pas lever cette malédiction, mais elle va trouver des amis, quoi. Je simplifie, mais ça, du coup, n'importe qui peut l'avoir. Je me dis, s'il y a cette ligne simple, par-dessus, je peux mettre un peu tout ce que je veux. Je pars aussi du principe que le lecteur n'a pas forcément envie et besoin de tout comprendre. Que c'est cool, en fait, de voyager à travers et de sentir qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un truc que j'aime bien et que chacun le verra à sa façon. Après, pour les 32 pages, en effet, c'est hyper dur, mais c'est trop motivant du coup. Il y a un côté, encore une fois, un peu Tetris où tu ranges tes cubes, mais il y a vraiment pas la place de tout mettre, de faire et une exposition et un monde compliqué. Surtout ce que j'ai essayé de faire, je sais pas si ça se verra, mais j'ai essayé de mettre un peu. Par exemple, j'aurais pu me cantonner à l'équipe de base des personnages, mais il y a un moment où il y a. Tu fais intervenir une autre équipe. Ouais. Exactement, ouais. Et du coup, on passe déjà de 4 à 5 personnages à 8. Ouais. Parce que et c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base dans le scénario, mais en fait, quand j'étais en train de le terminer, j'avais cette sensation comme ça de pièce de théâtre qui sortait pas de sa petite scène. C'est ce truc que j'aime pas. J'ai envie qu'on sente vraiment qu'on voyage. Je me suis dit, mais il faut que j'ajoute. En fait, il faut que j'ajoute de la manière. Il faut que je puisse dire, par exemple, quelque chose que j'ai pas pu faire, c'est une scène avec une ville entière et des foules ou des choses comme ça. Ce serait que des figurants, mais ça aurait tout de suite des fenêtres sur le fait que ce monde est plus vaste et qu'il y a plus de gens. Et là, mettre l'autre équipe, je me suis dit, je prenais le lecteur par surprise, je lui amenais, j'agrandissais tout de suite l'univers énormément. Et j'avais envie de faire ça, et je savais que ça allait être au détriment peut-être de fluidité. Il y a beaucoup d'actions où tu te dis, bon, il a mis 3 cases sur une demi-page, il aurait peut-être pu mettre une page ou 2 à la place. T'as des ellipses, en fait, t'as des ellipses comme ça qui passent, même sur la première, quand tu passes de la première à la deuxième, faut jongler. Ouais. Enfin, moi, la seule crainte que j'ai par rapport à ça, c'est juste que les lecteurs les plus jeunes et les moins expérimentés sont un petit peu perdus, en fait, dans ce truc, mais j'imagine que t'avais ça aussi en tête au moment de construire. En fait, comme il y a vraiment des choix qu'il fallait faire. J'ai vraiment fait des choix qui allaient contre la fluidité, avec des ellipses. Pour ceux qui lisent beaucoup de Tezuka, je pense que ça va leur parler, parce que Tezuka, des fois, il est extrême, d'une case à l'autre, il y a un siècle qui s'est passé, quoi. Donc moi, je pars sur ce principe-là, et je pars aussi sur le principe que peut-être pour faire justement une histoire hyper fluide, écrite comme écrirait un scénariste, qui est très amenant, enfin vraiment de cette façon-là, plus classique. Je suis pas du tout le meilleur, je suis pas forcément bon pour ça. Et par contre, pour faire une histoire qui va intriguer les gens parce qu'il y en a plus, où ça les rend curieux, là je sais que tout le monde l'a toujours dit, donc c'est un peu mon truc. Donc je préfère avoir le risque d'un truc qui est un peu clunky, quoi, un petit peu cabossé, mais qui donne plus sur ce côté-là.
Et dans la construction graphique, ça te déroule comment alors pour créer les visuels de tes personnages? Donc, mis à part ton rip-off de Link qui apparaît très rapidement, donc le personnage de Rurufon, que les autres, t'es allé les chercher où? Enfin, c'est des inspirations d'autres univers, ou tu voulais juste une vibe Miyazakienne, on va dire, ou même Pokémon un peu, je trouve, par certains aspects. Bon, très inspiré aussi de création japonaise, quoi, d'univers japonais. Comment tu travailles ça? Alors, Rurufon, Link, réel, 100%. Il y a même, pour l'anecdote, j'étais à Bruxelles chez Mortis Ghost et j'étais en train de le dessiner parce que c'est là quand j'ai commencé le projet. Et j'avais dit, je fais un Link. C'était mon but même, je me suis dit dans le procédé, je vais prendre des éléments graphiques qui rappellent quelque chose une licence hyper connue, que tout le monde adore, même sur un plus large public. Parce que j'ai tendance à sinon m'enfoncer dans des trucs de niche et que moi aussi je kiffe premier degré. Et du coup mon truc de mon enfance c'est Zelda 3. J'ai été biberonné à la Super NES, Zelda, donc c'était culte. Donc j'ai ramené mon Link à l'ancienne, mais Link il est intemporel quoi, vu qu'avec la licence il continue à l'infini. Donc ça c'était ça. Après sur d'autres trucs, par exemple Isha, le petit Tanuki queue de scorpion. Petit clin d'œil à Charles Spiral parce que c'est lui qui avait fait un petit personnage avec une queue de scorpion que j'ai bien repris l'idée. Et sinon, mais hormis la queue de scorpion, c'est un personnage qu'on peut retrouver dans Secret of Mana sur Super Nintendo. Il y a vraiment un ennemi, c'est un petit Tanuki avec le même genre de Woody qui a un petit arc. Mais quand j'étais petit, je l'adorais ce perso. J'aurais aimé avoir un petit jouet ou l'avoir en peluche quoi. Et après pour les autres, c'est des mélanges de tout. Faris par exemple, qui a des mains serpents. Ouais, bah ça c'est quand j'ai commencé à développer le principe des arbres, de la malédiction. J'avais cette idée de serpent qui fait la morsure, qui diffuse le poison de la malédiction, et du coup, je me tenais à ça pour tisser mon motif quoi. Ça s'est fait un peu comme ça, mais il y a plein de références de jeux. Par exemple, je cite tout le monde du crew à chaque fois, mais Baptiste, quand on lui a mis dans les mains, il a regardé le personnage du lion et il a tout de suite vu le personnage principal du jeu de baston de Capcom Red Earth où tu joues un lion et ça vient de là, mais lui il le sait. Mais je me suis dit à force que soit je peux me dire c'est chiant les gens peuvent dire tu copies ou tu dis, et en fait moi je trouve qu'il y a presque, déjà j'utilise différemment, mais il y a presque un espèce de responsabilité, pas de responsabilité, mais une envie en tout cas de transmission. Je me dis les autres générations, ils naissent avec plein d'autres trucs qu'ils vont adorer et c'est normal, ils vont avoir plein de trucs trop stylés dans leurs yeux. Moi, il y a des trucs que j'ai trop kiffé à mon époque et du coup, forcément, peut-être maintenant, ils sont un peu plus poussiéreux ou oubliés. Donc, je vais essayer de ramener un truc de là et de le donner aux prochaines générations. Parce qu'à l'inverse, tu as aussi le danger de perdre ton lecteur ou ta lectrice par les références, justement, où les références prennent le pas sur l'univers ou sur l'histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose avec lequel faut savoir doser avec de l'équilibre. Là, tu me diras, mais moi, j'ai essayé de faire en sorte que quand on l'ouvre, hormis Link et le côté Zelda, je pense qu'il saute aux yeux, que t'as pas l'impression de lire forcément c'est pas une aventure de Zelda, il y a pas Hyrule, il y a pas de bouclier, il y a pas d'épée, il y a pas de princesse. Et pareil pour les autres, j'ai l'impression qu'elles sont tellement subtiles en fait que le mec qui en effet a joué à Secret of Mana comme un fou quand il était petit, il va peut-être faire c'est marrant, il ressemble beaucoup. Mais par exemple, j'ai d'autres personnes, des gens qui connaissent pas du tout la culture japonaise de jeux vidéo. Souvent des parents, là en dédicace, qui me disaient que c'était un Ewok. Ouais, maquette de Star Wars. Mais j'ai adoré les Ewoks quand j'étais petit aussi, hein, forcément, j'étais un enfant. Et moi, ça me dérange pas. Je sais que sur Anguille Baldaquin, la BD que j'avais fait au début avec Ankama, le personnage, c'est un genre de pantin. Et alors, du coup, il y a plein de gens qui me disaient, on dirait Pinocchio. Mais au niveau de ses fringues, il a les bretelles avec la petite culotte de Mickey, avec des gants et tout, enfin en mode toon. Donc les gens me disaient, c'est Mickey. Il a une écharpe avec des cheveux un peu en pétard et des gens me disaient c'est le Petit Prince et d'autres personnes me disaient on dirait Astro Boy. Donc en fait chacun voit ce qu'il veut. Tout, ouais, ça c'est tu vas pas aller contredire les gens qui voient leurs propres références. Ouais, ils y verront toujours quelque chose au final et je trouve ça bien. S'ils rapprochent quelque chose, ça veut dire qu'ils le reconnaissent et peut-être qu'ils vont comprendre le truc et je suis content. Ouais. Alors on spoil pas non plus toute l'intrigue, mais t'as déjà un peu juste déroulé le fil essentiel de Maudit juste avant, mais pour pas parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements et d'actions. Mais c'est vrai qu'on part du principe d'une petite fille donc qui est transformée en monstre parce qu'elle est touchée par la malédiction et dont le but c'est de redevenir humaine. Et j'ai choisi en fait de t'éloigner complètement en fait de cet enjeu narratif pour aller vers quelque chose vers quelque chose d'autre, quelque chose qui parle plus en fait de gens différents qui arrivent à se retrouver en groupe, de justement de se tirer vers le haut littéralement en fait. Ça aussi c'était un choix. Ouais, c'était alors est-ce que c'était un choix en fait
Je pense qu'au début, j'avais une première mouture que j'avais présentée à Romain où j'avais essayé de faire ça. En fait, il y avait, bon, ça spoilerait un tout petit peu, mais il y avait une histoire avec un pendentif que Ruffon lui donnait son pendentif qui servait un petit peu à faire qu'elle retrouvait son apparence humaine. Et c'est quelque chose que j'ai mis de côté. C'était une première version de l'histoire qui me plaisait pas trop. Avant même qu'il y ait les arbres maudits d'ailleurs dans l'histoire. C'était, il y avait toujours la malédiction, il y avait toujours les monstres, mais c'était beaucoup plus calme aussi, plus tranche de vie. Et j'ai complètement changé ça. Et après, en fait, c'est les 32 pages, j'ai dû faire des choix. Et en construisant à la fois l'univers et le scénario, c'est tombé comme ça et ça me paraissait beaucoup mieux. Mais souvent, peut-être, il y a par exemple des réals comme Masaki Yuasa, la façon dont il fait ses films d'anime. C'est un mec qui a tendance, et l'anime japonaise en général, dans ce que j'en ai retiré. Donc il a fait quoi, juste pour ceux qui connaissent pas? Il a fait quoi Yuasa, alors ouais, c'est celui qui a fait. Alors il y a Mind Game qui est assez connu. Dernièrement, il avait fait Devilman, Crybaby. Là, en ce moment, il y a Inuo qui est au cinéma. Il a fait lui et la sirène. C'est un réalisateur très spontané qui recherche presque quelque chose d'enfantin souvent. D'ailleurs, il travaille souvent avec Matsumoto, qui est un auteur qui fait des BD. Il essaie de capter quelque chose d'enfantin. Et souvent, moi, j'ai trouvé en tout cas que parfois un sentiment ou des sentiments que ressentent ces personnages vont pouvoir presque tordre la narration et changer l'issue du récit, quoi. Et on va pas forcément justement chercher à chercher mathématiquement à résoudre le truc. Et je trouve que c'est assez en accord avec ce qui se passe dans la vie, quoi. Et du coup, j'ai essayé de faire ça, quoi. C'est souvent j'ai des petits trucs de sentiments ou d'impressions que je me dis, c'est des trucs très personnels, très flous aussi, puis c'est des sentiments. Mais si j'arrive à les mettre dedans à la fin, c'est quelque chose que tout le monde peut capter. Et ça m'intéresse plus que de résoudre la quête, quoi. Il y a des spécificités à écrire un peu pour de la jeunesse. C'est quelque chose où que vraiment tu te mets en tête ou au final t'es plus en mode bon, je vais essayer juste de faire tout public et donc de rester dans une certaine zone de dialogue, enfin même de gestion de ce que tu montres même dans l'action. Franchement, ça va, je pense que c'est un switch que tu fais juste avant, enfin pour moi, juste avant d'écrire le projet, tu sais que c'est jeunesse, donc déjà en fait tu sais qu'il y aura des trucs qu'il n'y aura pas, surtout concernant la violence, concernant certains thèmes trop adultes. Je vais pas parler de géopolitique trop ou de, tu vois, mais par exemple chez Kina il y a The World que j'ai écrit avant, je parle d'énergie et je parle de, bon, et celui-là il est particulier, mais il peut être mis dans les mains d'un jeune sans problème, je pense, et il les verra peut-être pas direct ces thèmes-là, et donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. En plus, peut-être, je pense aussi que quand je développe un graphisme, en général, il y a un ton qui se met en place avec. Donc là, je savais que j'ai essayé plutôt d'être sur des fibres, ouais, aventure, cool. Donc non, j'ai pas. Alors, il y avait une scène avant. Il y avait une scène qui avait été prévue où Ruffon s'enlevait un œil avec une tenaille. Ah. Bah oui, parce que donc ça fait aussi partie du principe, ouais. Un des principes de fonctionnement de l'univers, c'est que certains doivent s'enlever un œil pour justement pouvoir voir en fait où se cachent les racines maudites sous terre. Et donc ouais, tu t'es dit c'était peut-être trop hardcore d'avoir une scène comme ça. Bah je l'avais dit à Romain il avait fait parce que j'avais un premier dessin où il y avait un peu de goutte de sang, donc j'aurais pu la mettre aussi de façon discrète ou cachée. Ouais. Moi dans ma tête, elle est pas forcément absente enfin elle est pas dans le récit là clairement, mais elle est pas forcément absente du lore, quoi. Mais c'est vrai que j'ai choisi de pas le montrer, mais je montrais d'autres scènes que je trouve très bien aussi. Le récit s'est rempli tout seul et du coup bah, j'ai pas eu besoin d'y penser. T'avais fait une bible graphique pour les personnages, pour les recherches de design, ou même au-delà des personnages, de l'univers un petit peu, pour bâtir justement comment on construit un univers de fantasy. Pas tant. J'ai pas tant dessiné. J'avais dessiné toute la team principale. Ce qui fait un peu les cartes à la fin du coup dans le. Ouais, exactement. C'est ces artworks là. Et j'avais dessiné ça et assez peu de recherche finalement, mais beaucoup de travail en fait sur le board. Et je pense que quand je fais mon board, en fait, il se change vite c'est un pré-découpage qui devient presque le début c'est mon sketch, quoi. Je fais quasi tout et du coup là je réfléchis beaucoup. Des fois il y a des cases où je prends énormément de refs, où je vais redessiner, où je vais faire des dessins à côté pour trouver mon truc. Mais ça va, j'avais une idée. Pour ce qui est par exemple, la double page au milieu, on voit un peu l'univers au niveau du décor. Ça, j'avais une idée assez précise et il y a beaucoup de motifs aussi que je développe depuis avant. Donc,
c'est allé assez naturellement en fait, ça va. D'ailleurs, c'était pas trop compliqué de construire justement cette double page en graphique presque en fait pour. C'est une des premières pages que j'ai fait. Ouais, limite. Limite pour que toi-même tu puisses bien. Ouais, exactement. J'aime beaucoup généralement essayer de chercher un dessin qui me met en confiance, dont je suis assez content et qui sera pas forcément dans la BD finale. Et là même au début, ça a été potentiellement pour faire une couve, sauf que en fait, Rurufon est pas du tout au milieu. C'est pas du tout adapté en termes de structure. Ouais. Et du coup, j'en ai fait une double page dedans. Et dès le début, je l'avais et je m'étais dit, j'aimerais bien qu'elle soit vers le milieu de l'album, qu'il y ait une respiration avec ce truc et que ce soit juste pas de mots, que ce soit joli, quoi. D'accord. Ouais. Et justement, en termes un peu de technique, comment tu travailles? Tu as un storyboard que tu écris, enfin, t'as un scénar, tu fais ton script ou est-ce qu'il est dans ta tête, tu passes au storyboard directement? C'est quoi ta manière de procéder? Ça a changé avec les années. C'était plus confus avant. Là, mais il y a quand même un truc où je dessine beaucoup. Je prends des notes. Ça peut être des toutes petites notes. D'ailleurs, souvent mon pré-découpage, c'est vraiment des petits timbres de poche où je dessine. C'est comme je dessine les cases dans le désordre, sans me soucier de pages, comme si je faisais un board infini. Et après, des fois, quand j'ai les premières pages comme ça, je les recompose. Mais souvent avant. Je commence à faire ça une fois que je me suis pas mal raconté l'histoire et les concepts dans ma tête. Donc souvent, c'est même beaucoup par discussion. Je le raconte à Romain, je le raconte à des amis, ça décante. Et j'aime bien le faire assez tôt pour que ça décante pas mal et qu'il y ait des petits déclics qui arrivent naturellement. Et après, ça, c'est la première étape. Et une fois que j'ai mes premières pages, voilà, c'est un peu le siège sur le board. Ça dure. Je fais beaucoup de board pendant très longtemps. Là, le board, la BD m'a pris environ 6 mois. Je suis pas très rapide, mais parce que c'était la première fois que je faisais la couleur aussi, la full couleur, donc ça m'a pris un peu ça m'a mis en stress. En numérique alors? Ouais, tout était fait en numérique là pour le coup. Okay. Sauf quelques rares recherches à la main, mais tout était en numérique. Et le board, en fait, j'ai peut-être passé 1 mois et demi dessus, quoi. Sur les 6 mois, au final, ça fait beaucoup, quoi. Mais c'est pourquoi? C'est parce que t'étais pas satisfaite de ton découpage, des plans que tu choisissais, ou aussi parce que tu te rajoutais des trucs au fur et à mesure qui n'étaient pas là auparavant? Ce qu'on a quand même suivi en t'écoutant, c'est que les arbres démons, ils étaient pas là. La deuxième équipe, elle était pas là non plus, donc forcément, ça t'oblige à revoir aussi ta construction narrative. Ouais, après, là, quand le board commençait, j'étais déjà sur les arbres, j'étais déjà parti sur cette mouture-là. L'équipe n'était pas revu tout de fond en comble non plus en cours de trajet. Mais non, il y avait peut-être aussi je m'étais mis un peu la pression et comme j'ai fait beaucoup de construction d'univers, et qu'il y avait ces 32 pages très très courtes, il y avait beaucoup d'enchevêtrements et il fallait que je fasse rentrer les choses. Il y a des scènes d'action, il y a pas mal de scènes des fois où il y a beaucoup de cases où c'était un peu un Tetris, quoi. Donc ça a pris du temps, mais j'ai découvert c'était mon temps, quoi. Ouais. Et ça te prend plus de temps de faire justement ces planches qui sont très découpées, très chargées, ou de faire plutôt celles comme de la double page que t'as aussi un peu au milieu, où là c'est vraiment tu fais exploser tes personnages en plein vol avec grosse perspective et tout. C'est quoi qui te prend le plus de temps à faire? Je dirais que si je faisais un album qu'avec des doubles pages, je pense que ce serait plus court, parce que en fait déjà la narration forcément serait un peu comme The World, elle serait diffuse, serait plutôt une suite d'illustrations, donc il y aurait moins de contraintes narratives. Et tu te fais moins cher à respecter l'espace de tes persos aussi. Ouais, tu vois exactement, tu fais un peu ce que tu veux, tu te laisses porter par les images. Mais ça prend du temps sur les défis techniques. Par exemple, il y a cette maison là de Rurufon qui se trimballe en bois, qui était assez compliqué à dessiner. Même le corbeau avec tous ses attirails, toutes ces choses. Il y avait beaucoup d'objets, quoi. Donc ça pouvait être difficile à dessiner. Mais non, je pense que ce serait plus rapide si je faisais que des illus. Maintenant, une grosse illu est quand même toujours long à faire. Donc là, finalement, c'est kiff-kiff. Pareil, c'est à quel niveau tu t'arrives sur le niveau de détail? Parce que justement, tu pourrais aller encore plus loin si tu voulais, parce que tu as des constructions très spécifiques avec des matériaux très spécifiques. Même la jarre, en fait, la jarre géante, un de tes personnages aussi, tu pourrais aller encore plus. Donc à quel moment tu te décides aussi de t'arrêter, de dire vas-y là, en fait, ça sinon justement ça va me prendre encore plus de temps. Et là, je pense que c'est Kinaï du coup et c'est Romain, ça me met un cadre avec l'idée de pas être trop en retard. Là je me suis un peu appuyé sur le retard de mes collègues aussi, mais ça balance. Non, mais j'étais pas du tout le plus rapide, mais j'essaie d'avoir un niveau de satisfaction, mais là ça va, je suis content. J'avais très peur en fait avant de le faire parce qu'il y avait du challenge, je savais pas ce que j'étais capable de faire exactement en termes de rendu, mais sur certaines pages, notamment plus on va vers la fin, il y a un truc plus lâché qui se développe. Alors peut-être que du coup en tant que lecteur on va trouver ça très cool et tout, mais moi il y a certains éléments, un détail où je vais dire
enfin montrer de ouais. J'ai envie de même dire la phrase, c'est le métier qui rentre, tu vois. Je me suis dit un peu, bon bah là, et je pense que si je continue à faire ça avec Inai, ça va me faire avancer un peu plus vite sur le rythme et mieux jauger là où je dois m'arrêter, là où je dois continuer. Mais c'est vrai que j'ai un truc où, par exemple, les cordages sur dès que je fais des cordages ou je fais des structures en bois, ou j'essaie de faire juste et réel, quoi. Au lieu de faire j'aime pas faire des zigouigouis ou laisser ma main aller à un motif que j'ai pas pré-travaillé avant. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement de comment ça s'est passé avec Romain autour de l'élaboration? Il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de conseils. Est-ce qu'il était tyrannique avec toi? Non, alors Romain est extrêmement bienveillant. Ça s'est bien passé. En vrai, bon, Romain me fait peut-être un peu trop confiance. Mais on va lui poser la question, il est juste à côté. Hein, là. Il crève d'envie de t'arracher le micro des mains pour dire. On va faire venir le patron. Il va nous dire comment ça s'est passé. Est-ce que Romain Galland, donc directeur de Kina Edition, est également présent? Et justement, c'est pour voir un peu votre relation de travail, quand ça se passait, si vous faisiez pas mal d'allers-retours, est-ce que tu le conseillais? Comment tu fais le travail d'éditeur, tout simplement, là-dessus, plus près. Ah, ok. Écoute, moi, Valentin, ça fait pas mal de temps que je le connais. Et en fait, je sais que je peux lui faire confiance sur la création des univers, du lore et des chara design. Et après, en fait, moi, tout ce que j'essaye de faire avec Valentin, c'est un peu de le canaliser son énergie créatrice, on va dire ça comme ça, et un peu de lui faire des retours sur si c'est trop, si c'est pas assez, s'il y a trop d'idées, s'il y a, parce qu'il n'y en aura jamais pas assez en vrai, il y aura toujours plein d'idées. Et après, je dirais que c'est vrai que les punchs, ça sert aussi à ça, ce que disait Valentin, c'est que là, le challenge pour Valentin, c'était de faire full couleur pour après passer à un album de 50 pages, par exemple, full couleur. Et c'était aussi de lui donner confiance, de lui donner l'occasion, en fait, de faire ça, pas sans pression, mais de manière plus tranquille que si c'était direct sur un 50 pages. Et après, en fait, moi, le travail que j'ai eu à faire là sur Maudit, c'était plus en termes de lisibilité, de compréhension de la trame générale, etc. De lui dire, voilà, là, c'est un peu cafouillou, faut un peu clarifier les choses, etc. Mais ça se fait, en fait, maintenant, ça fait tellement, comme je connais bien et tout, ça se fait un peu de manière naturelle. Ce qu'il disait, c'est un peu juste en discutant, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en général, avec d'autres auteurs, je fais plus, c'est un peu plus cadré dans le sens où je fais des retours vraiment sur PDF, etc., etc. Avec Vincent, c'est un peu plus organique, on va dire. Mais voilà, c'était plutôt assurer une ligne directrice où il me demandait, ouais, là, est-ce que tu penses que c'est un peu trop? Est-ce qu'on va comprendre? En fait, moi, c'était lui dire oui ou non, quoi, grosso modo. T'as dû lui dire stop sur certaines idées qu'il voulait rajouter, ou c'est quand t'as vu le projet se transformer par rapport au départ? L'histoire de la malédiction, etc., c'était un peu embrouillé, on va dire. C'était un peu plus, c'était compliqué. Je lui ai dit, ouais, ça, il faut retravailler pour que ce soit plus clair. Et vu que tu l'as très bien résumé, voilà, j'estime que je pense que c'est assez clair. Et après, il y avait tout c'est vrai que par rapport au public jeunesse, il avait un peu peur que ce soit trop compliqué et tout. Mais ça, on en a parlé aussi. Moi, je préfère un univers très travaillé, que ce soit au niveau du chara design, mais de l'univers aussi. Donc, quitte à ce qu'on comprenne pas forcément tout au premier abord, parce que moi, en fait, je suis contre un truc en BD. Enfin, c'est dans la culture en général, mais vraiment en BD jeunesse, c'est souvent le cas. C'est que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont très pré-mâchées. Et en fait, moi, quand j'étais gamin, je regardais des films ou je lisais des trucs, c'était peut-être trop compliqué, moi, en tant qu'enfant. Mais en fait, j'adorais parce que je percevais peut-être un peu la surface de l'histoire, etc. Et c'était pas grave, en fait, de pas tout comprendre. On prenait le truc en chemin et puis on adorait ça et voilà. On se raccrochait en tant que gamin au design. Et donc, c'était un peu de le rassurer aussi sur cet aspect-là. Et c'est aussi quelque chose que moi, je veux mettre en avant. En fait, mettre en avant quelque chose qui peut être exigeant pour les enfants, pour que ça plaise aussi aux adultes. Et si jamais il y a des choses qu'on ne comprend pas, tant pis. En fait, c'est pas grave, on le relira peut-être plus tard et avec 2-3 ans de plus, ils comprendront plus. Mais donc voilà, c'est
c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant, d'avoir le côté exigeant même pour enfants et pas essayer de simplifier tout. D'accord. Je repasse juste vers toi, Valentin, parce que il me semble, je sais pas si on peut en parler, qu'au final, le Maudit, c'est peut-être là un premier chapitre de quelque chose d'un peu plus long. Alors, est-ce qu'on peut un peu teaser ça en ouverture quand même Ouais. Parce que cet univers mérite d'être développé. Enfin voilà, c'est le fond de ma pensée, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a des factions, il y a des que tu présentes et forcément, ça donne envie d'en découvrir plus. Et a priori, il me semble que c'est le projet. Ouais, on en a parlé un petit peu en off. Il y a la volonté de conduire derrière un 50-60 pages. On a parlé, on s'est calé sur ça avec Romain. Je peux même dire l'année, potentiellement. Non, je peux dire la date. Oui. Potentiellement pour 2024. Romain a accepté que je donne la date. Donc je vais essayer de le faire déjà. C'est un challenge parce que entre temps j'ai Samurai Gun à finir pour mi-2023. Mais l'idée, c'est que si tout se passe bien avec Samurai Gun, moi, j'ai bien envie aussi d'enchaîner. Et on en parlait avec Romain, on aime bien ce principe de développer une licence. Moi, en plus, dans l'univers maudit, je me sens assez à l'aise. Je me dis, j'ai créé mon petit Zelda, donc je peux faire plein de choses. Donc, il y aura ça. Ça parlera d'Isha. Je peux teaser, voilà. D'accord. Mais ça se tirera. Donc, c'est pas une reprise en format étendu. C'est une histoire qui se déroule après, alors. Alors, a priori, on inclurait le 32 pages dedans. Ouais. Pour que les gens puissent le relire. Peut-être. Alors, ça, je m'engage pas dessus. Peut-être, je ferai des micro-retouches, mais ça, c'est peut-être le dessinateur qui parle. Mais non, c'est une nouvelle histoire pure. Et il est possible que, au lieu de boucher les trous et les mystères, j'en rajoute juste beaucoup plus. D'accord. Ce qui pourrait donc être un premier tome d'un autre tome et d'un autre tome. C'est un univers que tu as envie de développer en tout cas. Ouais, la volonté est là. Très bien. Bah écoute, on se reverra pour Samurai Gun alors quand ça sera sorti. Et puis en attendant, j'invite tout le monde donc à aller découvrir Punch Maudit qui est disponible aux éditions Kinaï. Donc c'est ces petits fascicules dos carré disponibles donc pour 5,90 €. C'est super chouette. Vous pouvez retrouver un lien de commande dans la description du podcast. Et on vous rappelle que si vous appréciez les Super Friends et le travail des personnes qui viennent le présenter, il faut partager les podcasts tout simplement afin de faire découvrir à la fois l'émission et puis donc de très bonnes BD. Valentin, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Puis on se dit à la prochaine. Salut! Merci beaucoup. Salut!